vous allez bien. Aujourd'hui, on a interviewé Camille Tallet, qui est sage-femme. On lui a posé quelques questions sur son métier et on a choisi de parler avec elle du cycle pendant la grossesse et de la période de postpartum qu'on connaît peu avant que ça nous arrive, si jamais on décide un jour d'avoir des enfants et d'accoucher. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute à toutes. Bonjour Camille. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur le FEM Podcast pour partager avec nous vos connaissances de sage-femme sur le cycle menstruel au cours de la grossesse et nous parler en détail du postpartum. Merci à vous de me donner la parole. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour que nos auditrices sachent qui vous êtes ? Alors, je m'appelle Camille Tallet, je suis sage-femme et ostéopathe à Lyon. Je travaille à la maternité et dans un cabinet libéral depuis 10 ans. Et je suis aussi la présidente de l'association Périnée Bien-Aimée. Et vous avez un compte Instagram, j'avais vu, @Périnée Bien-Aimée. Voilà, exactement, au même nom que l'association. Merci beaucoup Camille. Et pour vous parler un peu de Fempo, on essaye de développer des valeurs comme le dépassement et l'affirmation de soi, avec pour objectif de révéler la force qui est présente en chaque femme. Et nous employons toujours le thème de warrior pour désigner les femmes qui incarnent et qui partagent ces valeurs. Et en tant que professionnelle de la santé, mais avant tout en tant que femme, j'aimerais donc vous demander quel type de warrior êtes-vous ? Alors warrior, je trouve que c'est un titre très honorifique, donc je vous remercie. Pour ma part, ce qui m'a demandé un vrai dépassement de moi, c'était d'avoir enchaîné les 5 années d'études avec mes 6 années d'école d'ostéopathie, parce qu'en parallèle, je me suis installée en libéral et puis j'ai eu 2 enfants. Donc c'est au cours de ces années que j'ai découvert en fait le type de professionnel de santé que j'avais envie d'être, et c'est grâce et à travers toutes les femmes que j'ai pu accompagner. Oh, super. Et pour commencer, j'aimerais bien vous poser quelques questions sur votre métier de sage-femme. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire votre métier et me l'expliquer très simplement ? Alors ça, c'est une bonne question et je vous en remercie parce que souvent, quand on pense sage-femme, en fait, on pense grossesse. Oui. Alors qu'en fait, le terme de sage-femme, ça veut dire qui a la connaissance et l'expérience de la femme. D'accord. Donc sage-femme, c'est une profession médicale. La sage-femme ou l'homme sage-femme est un spécialiste de la femme en bonne santé. Et il ou elle peut la suivre de l'adolescence à la ménopause. Son domaine d'intervention, en fait, s'arrête au moment où il y a un diagnostic de pathologie. Elle doit orienter vers un médecin spécialiste. D'accord. C'est un rôle notamment aussi de soutien auprès des futures mères qui est essentiel. Ensuite, il ou elle donc assure 75% des accouchements, D'accord. généralement seuls ou avec l'équipe des gynécos, obstétriciens, les infirmières puères et les auxiliaires de puériculture. Et en cas de problème, donc elle saura faire appel au médecin s'il y a besoin. Et puis ensuite, il ou elle surveille le bon déroulement de la grossesse, assure la préparation à l'accouchement, elle prend soin du couple le jour de la naissance. D'accord. Elle s'occupe du nouveau-né et de la mère à la maternité avec tous les conseils, allaitement, soins du périnée, le bébé, etc. Ensuite, elle s'occupe de la rééducation du périnée, Ouais. donc soit dans le cadre de fuite urinaire, soit dans le cadre de douleur. D'accord. Et ensuite, les sages-femmes, et ça c'est très important, elles ont un rôle dans le suivi gynécologique de la femme, c'est-à-dire le frottis, la prescription de contraception, les avortements médicaux, les dépistages de cancer, et elles s'occupent de la femme, donc de la puberté jusqu'à la ménopause, à partir du moment où la femme est en bonne santé. Ok, super. Et du coup, quelle est la différence entre la gynécologue et la sage-femme ? C'est justement au moment où la femme n'est pas en bonne santé, c'est ça ? Exactement. Ok. La sage-femme, elle va s'occuper de la femme en bonne santé, et si elle dépiste une pathologie, elle oriente vers un médecin. Et là, soit c'est que le médecin qui s'occupe de la femme, soit ils le font en collaboration. D'accord. Ok, très bien. Donc le rôle de la sage-femme, il est vraiment sur la femme en bonne santé et le médecin, la pathologie. Mais le médecin fait pas que des femmes qui ont des pathologies. Ok, très bien. Et comment se déroule une première consultation de sage-femme et une consultation de suivi gynécologique ? Alors, les sages-femmes, maintenant, on a une cotation pour une consultation chez les jeunes filles à partir de 15 ans. D'accord. Donc ça, c'est important parce que la jeune fille de 15 ans peut venir avec sa carte vitale chez une sage-femme, ça sera pris en charge. Et elle peut parler, donc prendre en charge sur les règles, la féminité, la sexualité dès 15 ans. Elle pourrait venir encore avant aussi, mais à partir de 15 ans, c'est pris en charge. D'accord. Et puis après, donc la première consultation, souvent c'est on discute, on informe. Les consultations qui suivent aussi, parce que l'examen gynécologique, et notamment le frottis, il doit se faire à partir de 25 ans. Et c'est tous les ans à partir de 25 ans ? Alors, non, pas tous les ans. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est à partir de 25 ans, si on n'a pas eu une activité sexuelle, on va dire précoce. En gros, en France, l'âge moyen du premier rapport, il est à 17 ans. Ouais.
Et on sait que l'infection à papillomavirus, elle met à peu près 8 ans à se déclarer. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on a mis 25 ans. On fait 17 plus 8, ça fait 25. Ok. Ce qui fait que l'examen gynécologique avec le frottis doit se faire à ce moment-là. Et ça, c'est important parce que on pourrait croire qu'il faut avoir un examen, c'est-à-dire un toucher vaginal, un examen sous spéculum à partir de 15 ans, mais non, pas du tout. Ce qui peut être parfois un peu déstabilisant pour les jeunes filles. Oui, bien sûr. Les premières consultations, elles sont très importantes pour la connaissance, pour poser toutes ces questions, mais qu'il n'y a pas forcément un toucher vaginal et un examen avec un spéculum dès les premières consultations. Le frottis, en fait, on en fait à partir de 25 ans, une année, l'année d'après, et après, si ça va bien, c'est tous les 3 ans. Ok, très bien. Nous avons reçu des questions de la part de notre communauté pour vous, et par exemple, parmi les plus jeunes, on se demande, est-ce qu'il y a un âge moyen pour une première consultation ? Eh ben donc, pas vraiment. L'obligation, c'est 25 ans pour pouvoir faire le premier frottis. Oui. Aujourd'hui, nous les sages-femmes, on peut voir à partir de 15 ans, mais entre ce laps de temps, c'est un peu à la demande. Si la femme sent qu'elle en a besoin, il faut pas qu'elle hésite à venir consulter. C'est sûr que si on peut avoir une consultation par an à partir de 15 ans, c'est mieux pour le suivi de la femme, mais c'est pas du tout une obligation. D'accord. Sauf du coup, par exemple, quand on veut se faire prescrire une contraception, c'est important de venir tous les ans. À partir du moment où on veut une contraception, de toute manière, il y aura une consultation tous les ans, ne serait-ce que pour renouveler l'ordonnance. Ouais. Et puis après, parce que quand on prescrit par exemple une pilule, on fait des examens biologiques, on vérifie que cette pilule vous va bien, que vous n'avez pas de désagrément avec cette pilule. Et puis c'est important d'avoir une consultation par an pour pouvoir poser ces questions, dire où on en est, se sentir entouré autour de sa sexualité. Je pense que c'est important. Mais on peut aller voir une sage-femme alors qu'on a vu un gynéco, par exemple, et vice-versa, ou un médecin généraliste. Aucun problème. Ce qu'il faut, c'est voir quelqu'un. D'accord. Ok, très bien. Et maintenant, il y a énormément de thèmes dont on avait envie de discuter avec vous, mais on a dû se concentrer sur quelques-uns. Et aujourd'hui, on aimerait parler avec vous du cycle pendant la grossesse et du postpartum. Donc déjà, par rapport au cycle, on sait que lorsqu'on est enceinte, normalement, on n'a plus de règles. Est-ce qu'on a quand même un cycle menstruel sous une forme spécifique à la grossesse ? Est-ce que c'est possible d'avoir ces règles même lorsqu'on est enceinte ? Est-ce que c'est risqué pour la continuité de la grossesse ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, je crois que c'est important de savoir que des saignements en début de grossesse, il y en a. Donc, ces saignements, on les appelle des métrorragies du premier trimestre de la grossesse. C'est environ 20% des grossesses. D'accord. Et ces saignements, ils sont souvent dans l'imaginaire collectif associés à la survenue d'une fausse couche. Alors que non, pas forcément. D'accord ? Il y a la moitié à peu près des grossesses avec des saignements au premier trimestre qui évoluent tout à fait normalement. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces saignements de début de grossesse peuvent avoir plusieurs causes. La première, c'est lorsque il y a la nidation, c'est-à-dire que l'œuf fécondé s'implante dans la muqueuse, donc à peu près 7 jours après la fécondation. Il y a des petits saignements qui peuvent intervenir à ce moment. Ils ressemblent plutôt à des traces un peu marron ou des traces rosées. Donc ces saignements de début de grossesse, ils sont souvent bénins et ils n'ont pas d'incidence sur la grossesse. Ensuite, il y a plus rarement des saignements qui arrivent à la date anniversaire des règles. Donc là, c'est pas vraiment des règles, D'accord. mais c'est plutôt des saignements comme s'il y avait eu un petit décollement du trophoblaste, qui est le futur placenta, qui va former un petit hématome et puis il va se résorber spontanément. Donc ça va faire des saignements un peu marron, pareil, un peu rosé parfois. Et puis après, il y a que le col de l'utérus, il est un peu plus innervé. Donc après un rapport, il peut y avoir quelques saignements aussi. Et puis après, il y a plein de fois où il n'y a aucune cause qui est retrouvée. Okay. Mais par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les saignements en début de grossesse, c'est un motif de consultation parce que ça peut être une fausse couche, ça peut être une grossesse extra-utérine ou une grossesse molaire. D'accord. Donc il va falloir qu'on fasse un examen clinique, un dosage des hormones du début de la grossesse. D'accord. Pour permettre de vérifier que l'évolution de la grossesse se fait normalement. Mais dans la plupart des cas, c'est des saignements qui sont pas problématiques. Non. Il y a juste, il faut aussi préciser qu'il est dans le cas du déni de grossesse, que vous avez pu entendre peut-être, oui. C'est-à-dire que les patientes sont enceintes mais elles n'ont pas conscience de l'être. Si elles sont sous pilule, ils risquent, comme elles vont arrêter leur pilule, il risque d'y avoir cette fameuse hémorragie de privation. D'accord. Qui est due à la pilule, donc des saignements, un peu comme des règles, qui sont souvent moins abondants et c'est simplement que la femme n'a pas encore conscience qu'elle est enceinte, mais ça n'a pas d'impact non plus pour la grossesse. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps au niveau hormonal ? Est-ce que l'état hormonal est stable ou
ou pas? Ça, c'est une grande question parce que l'état hormonal stable de la femme, ça n'existe pas, globalement. Donc, encore moins pendant la grossesse. Les femmes, nous, on est cycliques. Oui. Donc, déjà, pendant qu'on a nos règles, enfin, des cycles sans grossesse, c'est déjà, il y a beaucoup de variations. Alors, quand il y a la grossesse, encore plus. Donc, d'abord, il y a les bêta-HCG. Donc, cette hormone qui permet de dire qu'on est enceinte. C'est quand on fait pipi sur un petit test de grossesse, c'est ça qu'on va venir tester. Donc, cette hormone-là, elle est sécrétée tout de suite au moment de la fécondation, et donc c'est ce qui va permettre de dire donc oui je suis enceinte ou non je suis pas enceinte, et ce taux il va augmenter et puis ensuite il va diminuer. Ensuite il y a la progestérone. Donc, la progestérone elle est produite en grande quantité pendant toute la grossesse et c'est elle qui va permettre l'implantation de l'embryon et l'épaississement de la paroi utérine, et elle va pouvoir favoriser le développement des seins, la préparation de la lactation. Et cette progestérone elle entraîne aussi le relâchement des muscles lisses, donc ça fait que l'intestin peut devenir un peu plus paresseux, donc donner un peu de constipation. Voilà. Mais cette progestérone, elle est aussi cool parce que c'est avec elle qu'on a le sentiment de plénitude et d'épanouissement. Quand même, faut quand même certains avantages. Après, on a les œstrogènes. Donc les œstrogènes, alors là, le taux, il explose pendant la grossesse, il est multiplié à peu près par 1000, et c'est l'hormone qui va permettre d'augmenter le volume du sang pour apporter des nutriments au bébé. Et par contre, son inconvénient, c'est qu'elle va augmenter la rétention d'eau. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour les femmes d'éliminer l'eau qu'elles ont dans leur tissu. Il peut y avoir un peu le masque de grossesse, donc des petits boutons. Enfin, quand on a un peu plus d'œstrogènes, c'est ce qui se passe. Mais à côté de ça, c'est celle qui fait qu'on a de magnifiques cheveux et une peau magnifique parfois pendant la grossesse. Et oui, je savais pas on a très beaux cheveux quand on est enceinte. Après, attention parce que dans le postpartum, on les perd beaucoup. Ah oui, justement. Ça, on va en parler après. Et puis juste après, il y a donc ce taux de progestérone qui va chuter au moment où le travail va commencer. Et puis là, il va y avoir la libération d'encore une nouvelle hormone qui est l'ocytocine, qui sert à donner des contractions, et l'endorphine qui sert à supporter la douleur des contractions. Et puis ensuite, toutes ces hormones, elles vont progressivement revenir à la normale pour laisser place à la prolactine qui permet l'allaitement si jamais la mère allaite son bébé. Ok, d'accord. Et à partir de quel moment est-ce qu'on passe d'un cycle habituel à un cycle de grossesse? Eh ben, dans les jours qui suivent la fécondation, en fait, entre l'ovule et les spermatozoïdes, c'est à partir de là qu'il va y avoir ces changements. Donc, très rapidement. C'est pour ça que des femmes peuvent se sentir enceintes alors même qu'elles n'ont pas de retard de règles. Oui, d'accord. Donc même 3 jours après, elles peuvent s'en rendre compte. Exactement. D'accord. Et je voudrais vous demander aussi, qui assure notre suivi pendant la grossesse? Est-ce qu'on peut être suivi uniquement par une sage-femme ou est-ce qu'il faut aussi aller régulièrement chez le gynécologue? Alors la sage-femme, elle peut tout à fait vous suivre de A à Z à partir du moment où la femme est en bonne santé. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la présentation des sages-femmes. À partir du moment où la femme a une pathologie, le suivi peut se faire en collaboration avec un médecin ou exclusivement par un médecin. Ça, il n'y a aucun problème. Et puis par contre, si une femme est suivie exclusivement en cabinet de ville, donc chez une sage-femme ou un médecin, elle aura quand même au moins une consultation dans la maternité dans laquelle elle va accoucher pour ouvrir son dossier, récupérer toutes les pièces dont on a besoin pour le jour de l'accouchement, et une consultation avec l'anesthésiste, même si elle ne désire pas de péridurale. D'accord. Mais une sage-femme peut complètement suivre une femme de A à Z, sans problème. Ok. On avait une autre question de notre communauté, qui est après une fausse couche, donc là c'était l'exemple d'une fausse couche à 12 semaines d'aménorrhée, au bout de combien de temps le cycle redevient-il normal? Alors, plus le corps, en fait, est imprégné par des hormones de grossesse, plus ça va être long. Donc une fausse couche à 12 semaines, c'est quand même une fausse couche dite tardive. Donc ça veut dire que, en gros, entre 6 à 8 semaines après la fausse couche, il va y avoir un cycle qui va reprendre. Donc comme on sait que l'ovulation se fait 14 jours avant, eh ben il faut imaginer que 4 à 6 semaines après une fausse couche, on va réavoir une ovulation et donc après des règles avec un cycle normal. D'accord. Surtout, est-ce que parfois elle se pose la question de savoir si c'est intéressant de relancer une grossesse tout de suite. Des fois on dit non, il vaut mieux attendre un cycle. D'accord, oui, le temps que ça se remette en marche, ça va pas marcher tout de suite. Ça peut, mais souvent on se dit on laisse un cycle. Ok, d'accord, très bien. Et maintenant, j'aimerais bien parler d'un autre sujet avec vous, très lié à la grossesse, c'est le postpartum. Donc j'avoue que j'ai découvert l'existence des Loki au tout début de mon stage chez Fempo, donc début janvier. Et avant ça, je ne savais pas du tout qu'après un accouchement, une femme perdait du sang pendant une période allant de 10 jours à 1 mois et demi en moyenne. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose du postpartum. Et il semblerait que, comme plusieurs sujets autour des femmes,
le thème du postpartum soit encore un tabou, dont on ne parle pas ouvertement. Et chez Fempo, on veut justement parler de ces sujets et faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple d'en parler. Notre cofondatrice, Claudette, dit d'ailleurs souvent que les femmes parlent plus facilement de sexe que de leurs règles, et pour le postpartum, je trouve que c'est vraiment frappant. Pourquoi ça, à votre avis? Eh bien, parce que, en tout cas, à mon avis, le postpartum, c'est une période très particulière où la femme a tendance à s'oublier un peu pour s'occuper complètement de son enfant. En plus, l'entourage va s'intéresser un peu plus à ce nouveau-né que à la nouvelle maman, ce qui fait que toute l'attention étant tournée vers l'enfant, on lui pose rarement la question et toi comment ça va, et tes pertes de sang comment ça va. Donc finalement, on n'en parle pas. C'est pas les sujets qu'on aborde dans le postpartum. Il y a encore vraiment un tabou sur cette période qui devrait être idyllique, parfaite, comme dans les magazines. Ouais. Et donc on ne va pas aborder le sujet des douleurs et des saignements. Et comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ça? En parler plus à notre conjoint, notre conjointe autour de nous, à nos proches par exemple? Oui, et puis en tout cas faire de l'information. À partir du moment où par exemple vous dites tenez, les FemPo ça peut se faire en postnatal par exemple, ça veut dire que tiens, je vais avoir besoin de quelque chose pour les saignements. Et donc se dire tiens, ça veut dire que je vais saigner. Parce que nous on leur dit à la maternité que les saignements il y en a après l'accouchement. Mais elles savent pas forcément pendant combien de temps, avec quelle quantité, ça c'est encore très tabou. Voilà, c'est ça. On leur dit, mais avant de tomber enceinte, elles le savent pas. Oh non, mais il y a beaucoup de choses qu'on dit pas. Et maintenant qu'on est avec vous, justement, on va en profiter pour parler de cette période, donc de postpartum, et on a beaucoup de questions là-dessus. Donc tout d'abord, qu'est-ce que les Loki? Combien de temps durent-elles environ? Et à quel point sont-elles abondantes? Donc à la suite d'un accouchement, vous allez saigner comme si vous aviez des règles, même presque plus abondantes que des règles, et ça s'appelle donc ces fameuses Lochi ou Loki, selon comment on le prononce. Et donc ces saignements, ils sont très abondants les premiers jours, c'est-à-dire plus abondants qu'un gros jour de règles, d'accord? Mais c'est le processus normal qui fait que l'utérus est en train de cicatriser et il évacue le sang et il va même évacuer des caillots. Il n'est pas rare qu'une femme qui est restée longtemps allongée, le sang se soit coagulé dans son vagin et quand elle se lève, il y a un caillot qui tombe. C'est pas grave non plus. Faut le préciser à la personne qui suit la femme en postpartum, mais c'est souvent pas grave. Et donc ces saignements, ils durent entre 2 semaines et 1 mois et demi, mais autant ils sont très abondants les 4 premiers jours, autant ils vont rapidement diminuer pour être plutôt à l'état de spotting. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a un pic au 12e jour après l'accouchement, un espèce de mini retour de couche. Donc il va de nouveau y avoir des saignements plus abondants. Et c'est un peu l'utérus qui finit de cicatriser. Et puis ensuite, de nouveau, ça va diminuer pour être parfois des spottings assez longtemps. Voilà. Et le spotting, c'est vraiment plutôt des pertes un peu marron ou des traces, c'est pas du sang rouge, quoi. Ouais, c'est des toutes petites traces et... Ouais, mais ça peut être long et pas très confortable. Ok, d'accord. Et justement, vous parliez de retour de couche. On appelle les premières règles après l'accouchement, donc le retour de couche. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps après l'accouchement les règles reviennent? Et je sais que ça peut être différent en fonction de si on allait ou pas. Tout à fait. Donc le retour de couche, en théorie, si on n'allait pas, il arrive entre 6 et 8 semaines. Donc il peut y avoir finalement des spottings et bim, ensuite le retour de couche. Dans la majeure partie des cas, quand même les saignements s'arrêtent, il y a un temps de pause et ensuite il y a le retour de couche. Et puis si on allaite, très souvent il faudra attendre la fin de l'allaitement pour que les règles reviennent, mais ça va dépendre de l'allaitement. C'est-à-dire que si on allaite 6 ou 8 mois et qu'on est à des tétées, une tétée le matin, une le soir, c'est possible que les hormones qui sont produites par l'allaitement fassent que ça échappe et qu'il y ait les règles qui reviennent quand même. D'accord. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que environ 10% des femmes ovulent avant leur retour de couche. Vous imaginez, vous accouchez, dans les 6 à 8 semaines, vous allez ovuler. Donc ça veut dire que s'il y a un rapport, potentiellement il y a une autre grossesse. Ah oui, d'accord. Même sans avoir eu de règles. Voilà, exactement. On appelle ça les bébés de retour de couche, et comme ça, 9 mois après, vous en avez un autre. Et ça arrive souvent, ça? Des femmes qui ovulent. Après, il faut que ces femmes-là aient un rapport sexuel. Autant vous dire que dans les 6 à 8 semaines, tout le monde n'a pas de rapport sexuel. Et donc ça veut dire simplement, le message important, c'est que s'il y a une reprise des rapports dans les 6 à 8 semaines, il faut qu'ils soient protégés. Pilule, préservatif. Et une autre question qu'on a eu de la communauté à ce propos, pourquoi certaines femmes n'ont-elles aucune pause de règles après l'accouchement donc? Alors, en fait, le retour de couche, il revient pas vraiment tout de suite, c'est simplement qu'elles vont enchaîner les saignements après l'accouchement
l'accouchement, le 12e jour où il va y avoir un espèce de pic, ensuite encore des spottings, et puis très rapidement, ça nous amène à 6 semaines. Donc effectivement, il y a certaines qui vont passer 2 mois avec des pertes, mais qui seront pas vraiment des règles, ça sera plus des pertes, et puis ensuite d'un coup, il va se remettre à y avoir vraiment des règles. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des pilules qu'on prescrit après l'accouchement qui peuvent aussi être responsables un peu de spotting. Donc la femme, elle va tout le temps avoir un peu des spottings à cause de cette pilule. Et ce sont quelles pilules? Et ben les pilules qu'on aura tendance, alors je peux pas vous donner les noms, mais les pilules qu'on va donner en postpartum, on a certaines pilules en post-accouchement, comme il y a un gros risque de phlébite. On peut pas donner n'importe quelle pilule. Et puis avec des allaitements, on peut pas donner n'importe quelle pilule. Donc ces pilules-là qui sont mini-dosées, elles ont parfois tendance à faire des petits spottings. Et globalement, si on saigne tout le temps, il faut aller consulter son médecin ou sa sage-femme. Ça, c'est un message qui reste important. À partir du moment où on a des spottings qui sont longs, ça vaut le consulter. Et quels sont les besoins des femmes pendant la période de postpartum et le retour de couche en termes de confort et de protection hygiénique? Est-ce que ces besoins sont différents entre ces deux périodes? Différents, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que en postpartum, la femme, elle a besoin de confort et puis de côté pratique. Je crois que dans les protections, il faut surtout penser que la protection, il faut qu'elle essaye de remonter haut au niveau des fesses, parce que la jeune mère, elle va souvent être en position demi-assise, que ce soit pour allaiter, pour donner le biberon, pour câliner son bébé. Donc le sang va avoir tendance à couler plutôt un peu vers l'arrière, donc pour pas se tacher, il faut que la protection remonte assez loin. Et puis, je crois qu'il faut aussi bien voir que les protections doivent être très absorbantes, parce que les 3 premiers jours, on saigne quand même de manière importante. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et puis l'autre chose, sur la culotte ou la protection qu'on utilise après l'accouchement, c'est que l'élastique doit pas arriver à l'endroit de la cicatrice de césarienne, s'il y a eu une césarienne, parce que ça, c'est très inconfortable. Donc il faut que la culotte qu'on utilise, elle ait tendance à remonter un peu plus haut, qu'elle arrive vers le nombril, pour que la patiente qui a eu une césarienne soit bien confortable. Très bien. Et nous avons eu beaucoup d'utilisatrices justement qui ont utilisé leur culotte Fempo en postpartum. Est-ce que vous pensez que ça peut répondre à leurs besoins? Alors de manière générale, moi je suis une fervente défendeur de la culotte de règle, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui révolutionne la vie des femmes pour celles qui, par exemple, mettent pas de tampons, ou qui peuvent avoir aussi des sensibilités sur la peau. Après, je pense que le contact du tissu, il est très confortable au niveau de la peau. Ce qu'il faudra simplement, c'est arriver à en changer quand même régulièrement, surtout pendant les 3 premiers jours, pour que ça soit confortable, qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis il y a quand même parfois des déchirures, donc pour essayer de faire en sorte que la cicatrisation se fasse le plus possible dans un milieu qui est propre. Et puis après, je pense qu'il y a un avantage qui est esthétique, c'est que je sais pas si vous connaissez les protections périodiques de la maternité. J'en ai vu. Mais ça fait à peu près 1 mètre de long sur 25 cm d'épaisseur. Donc sous le legging, autant vous dire que ça se voit un peu. Donc c'est vrai que avoir une culotte qui est assez absorbante et qui se voit pas forcément, c'est agréable. Se sentir confortable dans cette période-là, c'est hyper agréable. D'accord. Et je voudrais vous poser encore des questions sur un autre petit thème lié à ça. J'ai entendu parler du baby blues et de la dépression postpartum. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la différence entre les deux? Alors, le baby blues, c'est un phénomène qui est très courant, qui touche à peu près la moitié des femmes. Donc c'est pas anormal de faire un baby blues. C'est pas une maladie. C'est un état un peu dépressif qui apparaît à peu près vers le 3e jour de l'accouchement. Alors que la dépression du postpartum, c'est vraiment une maladie et qui apparaît plutôt 6 à 8 semaines après l'accouchement. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ces deux phénomènes sont dus? Alors, le baby blues, en fait, c'est, on a dit, un espèce d'état un peu dépressif, où on a des sauts d'humeur, des larmes sans raison, une anxiété, une difficulté à créer du lien avec son bébé, un peu de trouble du sommeil, un sentiment de découragement, enfin, tout un panel de choses pas très agréables. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut concerner toutes les femmes, quel que soit leur accouchement, leur milieu social ou les relations qu'elles ont avec leur conjoint. Et en fait, c'est dû à un bouleversement hormonal très rapide après l'accouchement. Le corps, il faut qu'il s'adapte. Et le baby blues, c'est aussi la conséquence d'une nouvelle étape que doit traverser la nouvelle maman. Donner une naissance, c'est une expérience qui est très très forte, autant physiquement que psychiquement. Donc c'est normal d'éprouver un mélange d'émotions qui n'est pas toujours évident à contrôler. D'accord. Et puis à côté de ça, les quelques jours après l'accouchement, la femme, alors qu'elle bénéficiait de toutes les attentions, à la minute où l'enfant naît, elle est plus du tout au centre des attentions. Donc c'est pas toujours évident. Et puis l'accouchement, ça a une certaine fragilité psychique. Il faut gérer avec toutes ces nouvelles fonctions,
de mère. D'accord. Donc ça, c'est pour le baby blues. Et puis pour le coup, pour la dépression du postpartum, ça, c'est vraiment un état dépressif où les femmes sont atteintes physiquement et psychologiquement avec vraiment du découragement, un désintérêt pour son enfant, une anxiété, une insomnie. Et c'est pas parce que la mère souffrait de dépression qu'elle va faire par contre une dépression du postpartum. Parce que souvent, si on a un état déjà un peu dépressif, on est plutôt bien suivi, donc bien entouré. Donc, on va moins faire de dépression du postpartum. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, plus on va être entouré, mieux ça va être. Et justement, comment est-ce qu'on peut surmonter un baby blues ou une dépression du postpartum ? Alors, comment on peut les surmonter ? Plusieurs petits conseils. Donc d'abord, on essaye de pas idéaliser la rencontre avec son bébé. Ça sera forcément un moment merveilleux, mais si ça l'est pas, on culpabilise pas. Oui. Parce que des fois, il faut du temps pour créer le lien mère-enfant. Et toute cette histoire d'instinct maternel, c'est que un mythe. Ouais. On apprend à devenir mère. Oui, bien sûr. Petit à petit, aux côtés de son bébé et soutenu par son entourage. Ensuite, il faut essayer de dire non à la mère modèle. Ouais. La mère de magazine, généralement, elle a 52 nonos et une cuisinière, un chauffeur, enfin voilà, le truc qu'on n'a pas tous les jours. Après, il faut se donner du temps parce que il faut être indulgente avec soi-même et on dit qu'une bonne mère, c'est une mère qui réussit une fois sur deux à trouver ce qu'avait son bébé. Une fois sur deux, elle va lui donner à manger, et oui, c'était ça, et puis une fois sur deux, elle va le changer, lui faire un câlin, et en fait, il avait envie de manger. Ouais. Après, il faut savoir demander de l'aide, savoir déléguer les tâches du quotidien. Un bébé, il n'a pas besoin d'avoir des body repassés pour être heureux. Il a besoin de sa maman et de câlins, de sa maman ou de son papa. Et puis après, un autre conseil, c'est de plus penser en termes de jour-nuit, mais plutôt en termes de 24 heures, parce que vous savez que les bébés, ça dort quand ça veut, ça mange quand ça veut, ça pleure quand ça veut. Ouais. Donc si on se dit, je donne à manger à mon bébé, ensuite mon bébé s'endort très bien, et là, je vais dormir, c'est la première chose que je fais. Et puis, si je me réveille avant mon bébé, j'irai me laver, j'irai téléphoner une copine, j'irai m'occuper de la maison, et ça, c'est important. Et puis après, le message, je crois qu'il faut entendre par rapport à la dépression du postpartum, c'est que si on a des symptômes qui durent plus de 2 semaines, les symptômes que je vais vous citer, il faut appeler son médecin et sa sage-femme. D'accord. Parce que ça peut être le début d'une vraie dépression du postpartum. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est si on ressent de la tristesse ou si on pleure au moins une fois par jour, si on appréhende le départ au travail de son conjoint par la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas gérer la journée toute seule, d'avoir tendance à oublier son enfant par exemple ou à agir comme s'il n'existait pas ou si au contraire on est carrément trop en train de le solliciter. Après, si on a du mal à trouver son sommeil alors qu'on est très fatigué. Et puis enfin, si on se sent anxieuse ou angoissée la majorité du temps. Ça, c'est des messages qu'il faut entendre. S'ils durent plus de 2 semaines, on consulte. D'accord, très bien. Et nous avons aussi reçu une question d'une femme de la communauté Fempo qui est bientôt proche de son accouchement et qui se demande quelles sont les choses à savoir absolument pour que l'accouchement se déroule au mieux. Alors, est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour se préparer à la naissance et aussi pour son postpartum ? Alors, avant la naissance, je peux que vous conseiller d'avoir rencontré une sage-femme libérale qui sera là pour répondre à vos questions, vous aider, vous accompagner dans la préparation à l'accouchement et puis d'organiser le retour à domicile. Ça, je pense que se sentir soutenu par un professionnel de santé, c'est très important. Ensuite, pour le périnée, je crois que c'est important d'avoir connaissance de son périnée, d'avoir pu, avec sa sage-femme ou un kiné ou son médecin, compris ce que c'était que le périnée, comment on peut le mobiliser, parce que ça sera tout ça de fait pour l'après. Si c'est possible de continuer une activité physique en fin de grossesse, un peu de pilates, un peu de yoga, ça c'est vraiment important pour essayer de garder une souplesse, de travailler la respiration et la relaxation. De penser à préparer sa valise de maternité, au moins 1 mois avant, histoire de pas faire ça en dernière minute et d'être stressé, d'oublier la moitié des choses. De montrer à son conjoint ce qu'on met dans la valise, parce qu'il peut pas deviner où sont les bodys et les pyjamas si on leur a pas montré. De prévoir des vêtements confortables pour le séjour. Voilà, le fameux legging là dont on parlait, où on voit pas la culotte à travers. Un t-shirt confortable, des vêtements d'allaitement si on veut allaiter. Ce qu'on peut faire, c'est cuisiner à l'avance. Ça, c'est intéressant. On cuisine, on congèle. Comme ça, quand on revient à la maison, il y a déjà des repas qui sont prêts. Et puis, la préparation de la chambre, c'est bien de se dire qu'il faut la faire au moins 3 mois avant. Comme ça, on a le temps de bien aérer. Si on met de la peinture et puis des meubles neufs, je crois que ça, c'est important. Pour soi, je crois que c'est important de prendre soin de soi, de se masser un peu, de mettre un peu de crème hydratante pour avoir la peau la plus souple possible, pour limiter
l'apparition des vergetures, parce que l'empêcher c'est pas très facile. Puis après, de se reposer, prendre du temps pour soi, de se dire que c'est vraiment tout ça de prix pour après prendre des forces. D'accord. En ce qui concerne cette période, dans ce moment de confinement, il faut pas hésiter à appeler sa maternité pour savoir quelles sont les mesures qui sont prises par rapport au conjoint, par rapport au séjour, pour que ça soit pas trop anxiogène, en sachant que de toute manière, il y a une équipe médicale qui sera là le jour J, qui sera là pendant le séjour à la maternité, et en postpartum, une sage-femme qui pourra prendre le relais. Donc même si on n'a pas sa famille sous la main, on a quand même des gens pour s'occuper de vous. Ok, très bien, super, merci beaucoup pour tous ces conseils. Mais de rien. Et maintenant j'ai une dernière question au sujet de la fertilité. Oui. Donc c'est une femme de la communauté Fempo qui a un projet de naissance Mm-hmm. et qui nous a dit qu'on lui avait conseillé de prendre de l'acide folique pour augmenter sa fertilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner pour cela? Alors, l'ajout de micronutriments, comme ça, dans l'alimentation, donc y compris l'acide folique, ça pourrait augmenter les chances de tomber enceinte en participant au bon cycle menstruel et à l'ovulation, mais ça, c'est pas prouvé. L'acide folique, en fait, il a un effet bénéfique sur le fœtus. D'accord. C'est ça qui est très important, sur le développement du futur bébé. C'est-à-dire que la femme enceinte, il faut qu'on puisse couvrir tous ses besoins en vitamine B9, l'acide folique. Ça va permettre de réduire les anomalies de la fermeture du tube neural, c'est-à-dire la fermeture complète de la colonne vertébrale. D'accord. Donc, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est une prescription systématique de vitamine B9 à partir du moment où la femme désire une grossesse, donc au moins 4 semaines avant la conception, et puis jusqu'à la 10e semaine de grossesse. D'accord. Donc l'acide folique, ça sert surtout pour le fœtus. On imagine que ça aide pour la fertilité, mais c'est surtout pour le fœtus. Ok. Et donc ce qui est important, c'est pour booster sa fertilité, la première des choses, c'est le tabac. Le tabagisme, donc de la femme enceinte, du conjoint, ou même le tabagisme passif, s'il y a des gens qui fument à la maison ou sur le lieu de travail. Ça vraiment, il faut absolument arrêter le tabac. Ouais. Après, il y a l'âge qui joue. Autant dire qu'on est plus fertile entre 20 et 30 ans, ça c'est sûr. Ça veut pas dire qu'on n'aura jamais de bébé à 35 ans, pas du tout. Mais ça veut dire que globalement, après 35 ans, si on n'est pas enceinte au bout de 6 mois de rapport régulier, ça vaut le coup d'en parler à sa sage-femme ou à son médecin. Oui. Après, il y a certaines maladies D'accord. qui peuvent affecter la fertilité, donc le diabète, certaines tumeurs, il y a certaines choses qui peuvent avoir une conséquence. Oui. Il y a des médicaments qui peuvent avoir des conséquences, des médicaments contre les maladies cardiaques ou contre la tension artérielle par exemple. Et puis il y a le stress. Alors il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que le stress est directement lié à la fertilité, mais vous imaginez bien que si vous êtes dans un contexte hyper stressant, c'est pas du tout ça qui va favoriser la conception d'un enfant. Oui. Et puis après, il y a un petit truc qu'on peut aussi dire, c'est attention à la caféine. Ah d'accord. Je savais pas que la caféine aussi pouvait jouer. Mais globalement c'est le tabac. Oui. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est ça. De toute façon, c'est mauvais pour tout. Exactement, mais encore plus pour faire des bébés. Ok. Quand même, aujourd'hui, en France, il y a plein de consultations spécialisées sur la fertilité, donc si on se pose des questions, il faut consulter. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et merci aussi pour tous ces conseils. C'était vraiment très intéressant et je suis sûre que ça pourra éclairer la communauté Fempo sur le cycle pendant la grossesse et sur les mystères du postpartum. On espère que cet épisode vous aura plu. Jeudi, pour la capsule, on vous parlera avec Nina de la pratique du sport et du cycle menstruel. On entend souvent que les règles et le sport ne font pas bon ménage, mais on va justement vous montrer qu'ils sont tout à fait conciliables et que mieux connaître son cycle permet même de mieux gérer ses performances. D'ici là, belle semaine et à bientôt les warriors!